Bonjour et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand voyageur, un explorateur incroyable qui publie Patrouille au Grand Nord, Patrice Francischi. On va avoir une conversation très intéressante sur ce qu'est le voyage. A tout de suite. Bonjour Patrice Francischi, comment vous allez? Toujours bien. Bon. C'est même, je dirais, une question de principe. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Vu l'époque actuelle, je suis ravie d'entendre ça. Oui, parce que l'époque actuelle, c'est plutôt un peu du gémissement constant. Oui, voilà. exactement. Tous nos offenses, tous nos offusques tous nos chocs. C'était une question en fait, polémique. on est devenu une civilisation très fragile. Oui. Et où les humains sont biologiquement, psychologiquement, mentalement plus fragiles qu'avant. Et c'est une des grosses difficultés actuelles. Eh bien, j'ai lu votre livre et là, on se dit qu'il ne faut pas être fragile pour partir, Ouais. comme vous l'avez fait. Alors voilà, nouvelle parution, Patrouille au Grand Nord. Donc, vous avez accepté l'invitation de Sébastien Lemoine de partir sur le Fulmar au Groenland. Et donc là, en effet, on parlait de fragilité. C'était pourquoi vous avez accepté? Alors, on sait, hein, vous aimez les défis, vous êtes un explorateur, mais quand même, ça demande quelque chose. Alors, il y avait déjà un facteur humain très important. C'est que ce jeune lieutenant de vaisseau, Oui. Sébastien Lemoine, de la Marine nationale, genre façon crabe-tambour, vraiment ça m'a rappelé ça, m'envoie une missive, on est en 2018, me disant, voilà, je viens de prendre le commandement de ce patrouilleur avec une grande mission du côté du Groenland, vers le cercle arctique, etc., pour montrer la présence française dans ces régions qui deviennent de plus en plus stratégiquement importantes et où il se passe des tas de choses. Et donc, venez naviguer avec moi. Or, ce jeune lieutenant de vaisseau, je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis une dizaine d'années. Il avait été un de mes lieutenants 10 ans plus tôt, à bord de mon trauma La Boudeuse, en des missions en Amérique du Sud. Puis il était retourné à la Marine nationale, je l'avais perdu de vue, et hop, il réapparaît comme ça, donc façon crabe-tambour. Je dis bien évidemment, quand l'aventure appelle, il faut répondre, donc je viendrai. Et l'aventure commence comme ça. Par ces échanges épistolaires pendant presque un an, jusqu'à ce que la mission soit prête. Et ensuite, le Patrouille au Grand Nord est le récit finalement de ses retrouvailles. Et puis des aventures que ce petit patrouilleur de la Marine nationale française va vivre, avec cette tension toujours pour moi extraordinaire entre la vie d'un petit équipage, on va être 13 en tout, dans un milieu confiné, qui peut être pris pour une prison d'une certaine manière, parce que les navires sont des laboratoires humains incroyables, et puis les espaces immenses de totale liberté que nous allons parcourir, découvrir et affronter, parce qu'il y aura des tempêtes au large de Terre-Neuve, les icebergs un peu partout. Et ça, c'est l'aventure extérieure qui se mélange avec l'aventure intérieure dans ce récit, et qui pour moi est intéressante aussi, parce que dans ces milieux clos et confinés, où le temps finalement s'étire un peu comme un élastique, où on a tout son temps en réalité, le retour finalement au dialogue intérieur avec soi-même est possible, est une merveille absolue. C'est le premier fragment de liberté qu'un homme peut s'offrir, et en même temps avec l'explosion de l'aventure à l'extérieur. Et ça a été quelques semaines d'aventure tout à fait extraordinaire. Puis il y a toutes les rencontres humaines. Bien sûr. D'abord moi la découverte de l'équipage qui me découvre, et puis les découvertes des Inuits, les découvertes des problèmes géostratégiques qui se passent. Les entraînements qu'on faisait, les exercices avec la marine danoise. Et en plus, il y avait cette idée, quand il m'a envoyé cette première missive, de me dire, ce sont des endroits où on ne peut aller finalement qu'avec des bateaux de guerre, voilà, et pour voir des choses que d'autres bateaux ne peuvent pas voir. Et comme je ne connaissais pas du tout cette région du Groenland, évidemment que ça s'est surajouté avec toujours garder à l'esprit que la vie finalement c'est une longue maturation vers la sagesse, et que tant qu'il reste des espaces que nous ne connaissons pas nous-mêmes, la vie, franchement, ça vaut la peine d'être vécue. Et il faut happer tout le temps ces propositions d'aventure. Bien sûr, mais moi, on ne va pas venir me le proposer, parce que je n'ai pas rencontré ce monsieur sur la Boudeuse, parce que je ne suis pas sur la Boudeuse il y a 10 ans. En fait, toutes les rencontres et toutes les aventures que l'on fabrique, que l'on conçoit et que l'on met en œuvre, suscitent d'autres rencontres, d'autres choses. Et en fait, c'est entre nos mains de décider si on veut que la vie soit plus aventureuse que la moyenne, ou etc. C'est un choix de vie que moi j'ai fait il y a très longtemps, que je poursuis et qui porte ses fruits au fur et à mesure. Tout à fait. Vous indiquez que ces lieux sont de futurs endroits de confrontation géopolitique. En effet, c'est loin de nous, on a le sentiment même que ça n'existe pas, on n'y pense pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase-là qui est très forte? Simplement que c'est dû pas mal au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Les seules personnes au monde que j'ai rencontrées jusqu'à présent qui s'en réjouissaient de ce réchauffement climatique, ce sont les Groenlandais.
Ok. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, la vie est moins dure, il fait un peu plus chaud, qu'il y a de l'herbe qu'ils n'avaient jamais vue, que les poissons, comme les thons qu'ils ne voyaient jamais, remontent vers eux. Mais c'est une autre problématique avec la fonte des neiges. Pour eux, c'est facile, c'est que l'accès à ces régions pour les marines devient plus facile, que les passages vers le nord-ouest, etc., vont s'ouvrir, que toutes les richesses, d'un point de vue matériel, du sous-sol groenlandais, vont pouvoir être plus accessibles qu'auparavant, et que donc d'un seul coup, cette région qui n'avait pas beaucoup d'intérêt stratégique, économique ou autre avant, du fait de la rudesse de son Bien climat, sûr. d'un seul coup change. Et oui. Et donc, les marines, surtout chinoises, russes et américaines, évidemment, se ruent dans ces espaces pour les maîtriser, pour les dominer, voir ce qu'ils peuvent faire, surtout les Chinois, et que donc des enjeux géostratégiques qui n'existaient pas auparavant, vont soudain se jouer dans ces régions-là. Ça va être une nouvelle région, malheureusement, c'est la nature humaine, d'affrontement, de domination, etc. Et les Canadiens, d'ailleurs, sont effrayés parce qu'ils avaient un petit peu oublié qu'il leur fallait une marine pour contrôler et défendre leur territoire, et se trouvent un peu démunis. Et au-delà de ça, notre civilisation qui a pour souvent fonction involontaire, mais c'est comme ça d'enlaidir cette planète et de la détruire très souvent, les Inuits, les Groenlandais ne se rendent pas tout à fait compte encore, ça se voit, que cette manne financière, le tourisme aussi va se développer, évidemment. Il a commencé, peut avoir des effets négatifs tout à fait terribles, et quand on voit comment les Chinois, par exemple, achètent des ports, des usines, etc., ils seront peut-être bientôt plus nombreux que les Groenlandais, qui, je le rappelle, ne sont pas plus de 50 000, sur une surface grande comme 4 fois la France. C'est quand même le pays ou la région autonome du Danemark dont la densité est la plus faible au monde, et que par conséquent, leur fragilité est inimaginable, immense, et ils ne s'en rendent pas encore tout à fait compte. Et il faut qu'ils s'en rendent compte. Oui, en tout cas, votre livre sert à ça. Groenland, 50 000 habitants face à la Chine, 1,5 milliard. Je pense qu'ils ont perdu. Enfin, voilà, je ne vais pas donner la fin du film, mais j'ai l'impression que... S'ils ne prennent pas des mesures de, comment dirais-je, de volontaires, de souveraineté en disant il y a des choses qu'on prend et des choses qu'on ne prend pas, et de toute façon, notre destin restera entre nos mains. Donc, par conséquent, toutes les coopérations qu'on fera seront cadrés par cette idée que nous resterons maîtres de notre destin. S'ils ne font pas ça, s'ils se laissent un petit peu acheter, ce sera terminé. Vous parlez justement de cette beauté, de cette possibilité de voir comme ça cette nature. Vous avez vu votre premier iceberg. J'ai bien aimé l'expression. J'ai vu mon presque moi, je ne verrai pas de premier iceberg, en fait. À part dans Titanic, je ne verrai pas. Vous avez vu votre premier iceberg? Oui, mais c'est parce que moi j'ai passé l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne. Mais je n'avais jamais vu d'iceberg. Je trouve très bien de garder pour les années qui viennent des choses qu'on n'a jamais vues. Et il y a, et pour tous les membres de l'équipage c'était la même chose, une émotion quasiment juvénile de voir en vrai finalement ce qu'on voit sur des écrans avant, et la différence entre une forme de virtuel, parce que sur les écrans ce n'est pas la vérité complète, et la vérité propre, pure, de celle de l'homme qui va la chercher, la regarde, l'analyse, la comprend, et dans ce cas-là l'aime. C'est vraiment une expérience tout à fait unique qu'il faut garder à l'esprit. Aujourd'hui, aller visiter le monde sur Google Earth, franchement non. Oui, voilà, c'est une aide à les choses, tout ce qu'on veut, mais ça ne suffit pas, et le virtuel ne compensera jamais le réel. Et se réfugier dans le virtuel en disant le réel finalement, parce qu'il est plus angoissant, plus compliqué, on le laisse de côté, surtout pas. Notre humanité en pâtirait considérablement, et au final de tout ça, on s'aperçoit que on voit un premier iceberg, puis 2, puis 10, puis 100, puis 1000, et qu'à la fin c'est gigantesque. Et deux choses, ça représente des dangers. 2 fois on s'est tapé un iceberg, on était vraiment mal, mais ça s'est bien passé. Et en même temps, par rapport à ce danger, la nature elle est comme ça, une beauté inimaginable. Voir dans un fjord du Groenland, au-delà du cercle polaire, de gigantesques glaciers de centaines de mètres de haut tomber dans la mer, se fragmenter un iceberg, ce sont des spectacles, on a envie de se dire, il faut les voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est d'une prodigieuse beauté. Et là, il y a pendant toute cette période, pendant toutes les semaines qui vont se passer, on se lève le matin, on regarde par le hublot, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Vous écrivez on monte sur le pont, c'est magnifique. Mais tout est, et même quand on prend une pleine tempête dans la gueule, on trouve ça encore magnifique. Parce que c'est la nature, c'est la vérité du monde qui est là, et qu'elle vaut la peine d'être vécue, même quand elle est difficile, compliquée, voilà. Donc vous écrivez... L'aventure, c'est pas se protéger. L'aventure, c'est s'exposer. Oui. Voilà. Et ça, c'est très important. Comme vous sur cette photo. Oui, alors c'est un des marins, mais moi, je ne fais pas de photos. J'aime regarder avec mes yeux. Et puis à la fin
de l'aventure, quand elle est revenue là où elle avait commencé, c'est-à-dire à Saint-Pierre-et-Miquelon, les jeunes marins qui étaient à bord, eux par contre, font des photos tout le temps. Ils m'ont envoyé un paquet de photos et quelqu'un avait pris cette photo quand j'étais justement un matin. On sort sur le pont, on est là dans une... On n'est pas avec des icebergs, mais une mer de glace. Je ne sais plus où c'était. On vient là, on a le temps. La vie, c'est pas tous les coups de téléphone de tout à l'heure, etc. La vie d'ici, c'est pas la même que la vie là-bas. On a le temps de regarder, de méditer, de penser, et puis d'essayer de lier finalement toutes ces connaissances, toutes ces pensées, toutes ces réflexions entre elles, pour finalement avoir une certaine vision du monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. La réalité et la vérité sont plus intéressantes que les illusions ou les dénis dans lesquels on peut se plonger par facilité. Vous décrivez aussi, vous écrivez pour garder à l'esprit un monde qui disparaît. Si vous voulez, si je regarde par exemple dans d'autres domaines, quand j'avais 20 ans, j'ai beaucoup vécu avec des Pygmées, des Papous, des Indiens, les peuples du Nil, pendant des années. Tout ça, c'est terminé. Qu'on le veuille ou non, le monde a changé. Et ce monde, je m'aperçois beaucoup plus tard, parce que jeune, on ne voit pas les choses, on manque de l'expérience des choses, du passage du temps, s'aperçoit que c'était un monde magnifique, qui était très beau, qui était très humain, parce qu'il n'y avait pas ce virtuel qui vient perturber notre connaissance du monde. Et l'humanité des gens et des rencontres, c'était quelque chose qu'à 20 ans on trouve naturel. Ouais, c'est comme ça, c'est super, c'est bien, c'est normal que ce soit comme ça. Pas du tout, ça peut disparaître. Et 20 ans ou 30 ans après, quand on regarde en arrière, on se dit, bon, sans jouer le côté, c'était mieux avant. Mais en la matière, c'était mieux à ce moment-là, parce que ce monde était franchissable, ce monde était découvrable, avec des gens qui étaient encore restés dans un temps long. Traverser le Sahara oriental avec une caravane de 200 chameaux pendant des semaines et des semaines dans le désert des déserts et tout ça, sont des choses qui sont plus possibles aujourd'hui pour des raisons malheureusement de sécurité, mais où il y avait cette dimension du temps qui nous appartient et dont on fait ce que l'on veut, alors qu'aujourd'hui la pression de l'immédiateté, de tout ça donne finalement l'impression que nous habitons un monde qui ressemble de plus en plus à un vaste asile d'aliénés. Voilà. Donc, et quand on voit comment évolue le monde dans sa plein d'aspects de folie, la guerre en Ukraine est encore un exemple que les choses ne vont pas si bien que ça. Il fut un temps, moi, à cette époque-là, avec ces peuples-là, où c'était pas comme ça. Et où c'était mieux de ne pas être comme ça. Et alors, il faut parler des choses qui disparaissent. On peut accepter la nostalgie des choses qui disparaissent parce que tellement elles étaient belles, et l'humanité des gens était magnifique, sans pour autant après désespérer, pas du tout. Moi, je suis un optimiste total. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'illusionner et se dire non, non, c'est tout pareil, tout va bien. Non, il y a plein de choses qui ne vont pas. On parlait tout à l'heure du dérèglement climatique, mais le dérèglement militaire, c'est encore pire en ce moment. Donc voilà, et je l'ai vu, ce dérèglement militaire, dans le Grand Nord, voilà, au-delà du cercle polaire, se préparent des affrontements qu'il n'y avait pas avant, pour lesquels malheureusement il faut se préparer, où les démocraties doivent se préparer, parce que ces affrontements, ils se font avec des pays ou autoritaires, ou dictatoriaux, ou totalitaires, comme la Chine. Voilà, il faut le dire et s'en rendre compte. C'est d'autres paradigmes. Voilà, donc c'est autre chose. Et écrire aussi pour pouvoir d'espérer que les gens puissent être touchés par le récit et le voyage, et aussi pour se retirer un peu de nos addictions des technologies et des modernités. Oui, parce que quand c'est de l'addiction, les outils numériques, pour moi, doivent rester des outils, et pas des valeurs. Mais ils deviennent un ADN, ils deviennent des valeurs, ils deviennent de nouvelles idoles devant lesquelles il faut se prosterner. Si vous dites demain, finalement, je veux plus de téléphone portable, il est complètement fou, il est dingue. etc. Il est dingue. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment? Donc c'est l'addiction qui est un problème. Comme toujours, c'est la mesure des choses qui est importante. Et là, on va beaucoup trop loin. Et un retour à des choses simples, qui sont tout ce qui nous rend ou nous fait rester vraiment humains, est important. Vous regardez bien, entre le télétravail, entre tout ce qui se passe, il y aura de moins en moins de rencontres humaines. Visioconférence, c'est plus commode, donc on va plutôt faire ça. Il faut garder la mesure de toute chose et en tout cas préserver ce qui fait notre humanité. Sans quoi, nous basculons dans un monde très déshumanisé et on s'aperçoit que tout numérisé, enfin chaque fois, plus on numérise, plus on déshumanise. On se robotise aussi. Et on se robotise et tout ça. Donc entrer dans ce monde-là n'est pas obligatoire, on peut parfaitement on peut faire décider, le choix. on peut faire beaucoup de choix. Bien sûr.
parce que le prix de la liberté, c'est celui-là, mais il faut payer cher parfois, mais c'est pas très grave. Oui, voilà. Non, c'est pas très grave. Et alors, vous parliez tout à l'heure très bien du voyage intérieur. Le navire est aussi l'endroit du voyage intérieur. Absolument. Quand vous partez, alors il y a le livre de Jean-François Revel. Qu'est-ce que... à la poésie, bien évidemment. Et voilà, j'allais vous demander qu'est-ce que vous amenez, quoi qu'il arrive, en dehors du livre. Je vais dire une chose. Pour moi, une vie sans poésie, c'est une vie amputée de quelque chose. De la même manière qu'une vie sans philosophie, sans penser par soi-même, c'est une vie amputée de quelque chose. Et pareil pour la littérature. Donc, pour moi, poésie, philosophie et littérature sont le fondement même de la liberté intérieure, très stoïcienne d'ailleurs, dans laquelle, finalement, être libre, c'est la capacité à porter ses propres jugements dans une vérité, une réalité qui ne nous est pas imposée de l'extérieur. Si déjà on a cette liberté intérieure, c'est très bien. Et pour l'acquérir, pour la conserver, pour la garder, pour la propager, il faut ce dialogue avec soi-même intérieur, sans être perturbé par des choses extérieures. Le temps d'attention aujourd'hui des gens, il a faibli par rapport à ce qu'il était avant. Les éditeurs ont plutôt tendance à dire faites des petits livres. Maintenant, les gens, au bout de 4 pages... On passe à autre chose. Voilà. Donc, l'importance de ce dialogue intérieur, il est donné dans ce type d'aventure où la temporalité, finalement, elle est très large. Oui. Et par conséquent, c'est là qu'on retrouve un fragment de liberté oublié par ailleurs, mais qui, d'un seul coup, rend la vie beaucoup plus puissante parce que la maîtrise du temps, c'est quelque chose d'important. En fait, il faut étirer le temps, encore une fois, comme un élastique, juste avant que ça casse, mais de telle sorte qu'une journée vous apparaisse le soir comme 3 mois de vie. Voilà. Non, magnifique. Et ça, et là, au final, vous avez gagné du temps. Exactement, on gagne du temps comme ça. Ben une chose aussi très importante, il ne faut pas refroidir avec l'âge. Parce que mais oui, c'est important, parce que finalement, si vous regardez, quand nos braves stoïciens de l'Antiquité disaient que la mort n'est pas à craindre, que ce qui est à craindre, c'est de mal utiliser le peu de temps que la vie nous concède avant de mourir, ils avaient compris que c'est le principe de la liberté. C'est-à-dire que la peur de la mort, c'est déjà le début de l'esclavage et de la soumission et de la servitude volontaire. Servitude volontaire. La Boétie. Eh oui. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir peur de mal utiliser son temps, de le gaspiller, de le jeter par la fenêtre, ce qu'on fait à 20 ans, ce qu'on fait moins à 30 et moins à 40, si on a compris comment ça fonctionne. Parce qu'au fond, à mes yeux, les 3 grandes questions philosophiques qu'un homme doit se poser tout le temps, et à l'instant même je peux me les poser avec vous, c'est au fond, le monde, comment ça marche? 2, la vie, qu'est-ce que c'est vraiment? Et 3, les autres, c'est qui exactement? Ah, c'est génial. J'adore le 3. Ces 3-là permettent d'être plus libre parce que mieux on comprend le monde, plus on est libre, à condition de vouloir l'être. Le prix de la liberté, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais c'est assez fascinant, finalement, d'occuper son temps, intellectuellement, à se poser ces questions, par rapport à des aventures qu'on peut vivre, proches ou lointaines d'ailleurs, mais dans laquelle, finalement, l'idée, c'est de ne pas ramener d'un voyage une collection d'anecdotes. Une collection d'anecdotes, c'est les touristes qui font ça. Ce qui est important, c'est que chaque anecdote, chaque expérience soit pensée en elle-même, dans sa signification, pour en tirer une conscience et un plus pour la suite. Là, le voyage devient intéressant. Mais oui. Sinon, c'est consommer un voyage. Voilà. Et on ne consomme pas le voyage. Le voyage, ce n'est pas un objet de consommation. Nous vivons, quand on voit le tourisme de masse aujourd'hui, une mercantilisation d'ailleurs de tout. Tout doit s'acheter et se vendre. Et le voyage en particulier, ce qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, tout à fait aberrant. Un voyage, ce n'est pas un objet de consommation. Un voyage, c'est un apprentissage du monde, de la vie, des gens. C'est une connaissance de soi, c'est la rencontre, c'est tout ça. C'est pas... Moi, j'ai vu, par exemple, dans le tourisme de masse, à l'île de Pâques, des paquebots qui déchargent le matin 3000 passagers, autant qu'il y a d'habitants en Garoa et à l'île de Pâques. Ils ont 12 heures, 6 heures du matin, 6 heures du soir pour tout voir, et ça court dans tous les sens, faire les selfies, les machins. Vous avez des spectacles magnifiques, des grands moaïs sur les plages. Temps imparti, 10-12 minutes, faites tous vos selfies, vos machins, et on passe au suivant. Oui. Une sorte de profanation, finalement, à la fois de l'île, des habitants, c'est comme ça qu'ils le ressentent, et une profanation, finalement, du voyage lui-même. Bien sûr. Voyager, c'est pas ça. Il y a une très belle phrase à la fin du film. Du livre. Moi, je vois un film. Désolé, tant mieux. Voilà, peut-être. Bon, le lapsus est révélateur. Alors, un voyage qui s'achève est comme un lambeau de jeunesse qui s'en va. Alors, c'est la phrase... Merci pour cette phrase. Merci, c'est la phrase qui termine le livre, et que j'aurais sans doute pas écrite il y a 20 ans, mais qu'avec le temps qui passe, finalement, on se rend compte que c'est un petit peu nostalgique, mais en même temps, c'est une prise de conscience des choses, c'est que la fin d'un voyage, surtout en bateau, quand vous voyez arriver la terre ferme, et vous savez que votre liberté totale que vous aviez vécue jusqu'à présent, en dehors de tout ça, va s'arrêter, parce qu'à l'arrivée, il y a les douaniers, il y a
Enfin bref, il y a le monde dans sa folie normative qui va vous reprendre, vous enserrer, etc. Et vous vous rendez compte, à l'approche de la fin de cette aventure et de cet immense espace de liberté que vous avez vécu, eh bien qu'un voyage qui s'achève, c'est vraiment comme un lambeau de jeunesse qui s'en va. Et il suffit de se dire, eh bien, puisque c'est comme ça, on recommence. Voilà. Et c'est reparti. Oui, c'est magnifique. Voilà. Alors, j'ai une dernière question à vous poser sur le livre précédent sorti en 2021. Parce que l'actualité nous appelle, donc, S'il n'en reste qu'une. Voilà. Tout aussi chez Grasset. Histoire de deux combattantes kurdes incroyables, hein, avec un courage fou. Vous mettez comme ça l'accent sur des femmes qu'on a peut-être oubliées et abandonnées. Et là, je pense aux Iraniennes. Et alors, du coup, est-ce que ces femmes-là, iraniennes, sont regardées davantage que les Kurdes l'ont été? Elles l'ont été au moment... vous savez, les combattantes kurdes, oui. mes camarades, oui. avec qui je suis engagé depuis 10 ans, des personnages... le mot remarquable est faible. Oui. Je n'avais jamais vu ça avant et je pense que je ne le reverrai jamais. Ont été célèbres à l'époque de la bataille de Kobané. La presse s'est emparée. Comment? Il y a des bataillons féminins qui combattent les djihadistes. Et on n'a jamais vu ça. Voilà. Comme les Iraniennes maintenant. Et puis l'oubli passe. La presse a cette mauvaise fonction, la mauvaise presse en tout cas, de ne pas suivre l'histoire sur le temps long. Il y a une nouveauté, on en parle. Si ce n'est pas nouveau, on n'en parle plus. Les combattantes kurdes sont plus nouvelles aujourd'hui, on a connu, ben on n'en parle plus. Les Iraniennes, on en parle maintenant. Je crains, hélas, que quand on aura vu défiler les mêmes images, on les oublie aussi. Mais les unes et les autres, alors je ne connais pas les Iraniennes, et moi je ne veux parler que de ce que je connais par expérience, mais je vois très bien que c'est à peu près la même chose, notamment parce qu'il y a beaucoup de Kurdes iraniennes. Mais par contre, les Kurdes, hommes et femmes, d'ailleurs on ne va pas laisser les hommes de côté, les malheureux, non, ils ont fait le même travail. Et d'ailleurs, entre hommes et femmes au Kurdistan, c'est magnifique. Mais si on revient sur S'il n'en reste qu'une et les combattantes uniquement, en fait, avec ce roman, de la rentrée littéraire d'avant, je voulais rendre hommage à mes camarades, parce qu'on les avait oubliés, et en même temps, à travers une fiction, raconter vraiment la vérité de cette guerre, et en précisant, mais j'espère que ça a été compris, mais c'est pas sûr, le souffle finalement de la vie et du monde a un peu quitté. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'autofiction, raconter ses traumas et tout ça. Son nombril. Voilà, donc je ne sais pas si ça a été très bien compris, mais pour moi, elles sont, et elles étaient pendant tous ces combats, et elles restent, et elles demeurent le symbole finalement de l'éternel combat de la liberté contre l'oppression. Et dans celles, en l'occurrence, qui combattent pour la liberté, avec tout ce qui va avec, hein, l'égalité homme-femme, là-bas, hein, la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, etc., cette idée profonde d'abnégation collective qui fait que, et ça termine aussi le livre, le roman, que c'est parfois en mourant que l'on se sauve. Et ça, c'est des choses importantes parce que ça signifie pour elle qu'il vaut mieux sauver son âme que son corps quand ce que l'on défend, finalement, est plus que sacré, est au-dessus de tout ça. Et ça, ces filles le faisaient. Spirituel, mystique. Totalement. D'ailleurs, elles n'auraient jamais pu gagner. Vous savez, quand j'étais avec elles dans la dernière grande bataille de Raqqa contre l'État islamique, bataille parmi les plus apocalyptiques que j'ai jamais vues, leur bravoure, leur gentillesse, tout ça mêlé, parce que c'est des personnages incompréhensibles à qui n'a pas vécu avec elles. On peut imaginer, puisque ce sont de rudes combattantes, que ce des filles au quotidien, si elles étaient avec nous là, seraient rudes, un peu je sais pas quoi, comme des Russes, pas du tout. C'est un mélange, ces filles, un mélange inimaginable de gentillesse, de politesse, d'attention aux autres et de combativité inimaginable contre les Tchétchènes et tout ça. Voilà. Bon, et elles sont mortes par milliers dans toutes ces affaires-là. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ces filles qui savent pourquoi elles se battent. Et la première des choses pour elles, c'est d'être libres. C'est déjà de ne pas avoir le poids du religieux sur elles. Et la décision, par exemple pour le voile, mais on fallait voir, à Raqqa, quand les femmes étaient libérées, c'est comme en Iran, étaient libérées de ce joug épouvantable. Il fallait voir ce que c'était les prisons de l'État islamique, de jeter leur voile en disant on n'en a jamais voulu. Certaines le veulent, ce sont les femmes djihadistes, mais nous, jamais de la vie, qui brûlaient ça partout et qui embrassaient les Kurdes, les femmes kurdes, de les avoir libérées. Et notamment les Yézidis qui étaient là. Donc oui, ça donne une perspective incroyable. Voilà. Mais ce n'est plus l'ère du temps, malheureusement, en Occident, de comprendre ces gens-là, de les défendre. On le voit avec l'Iran, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. De les défendre et de s'engager, parce que nous, on est toujours dans l'équilibre du coût. Ça va me coûter quoi de faire ça? On n'est plus dans le grand, sur investissement. D'une certaine manière, et des risques face au totalitarisme qui écrase, parce que
le régime iranien, des mollahs, c'est pas des rigolos. Hein. Non. C'est pas des rigolos, donc on ne veut pas forcément les affronter, parce que, vous savez, nous, bien souvent, je le dis, j'ai l'impression qu'on est devenus des peuples effrayés, dirigés par des gens effrayés. Donc aller défendre des causes lointaines de gens qui le mériteraient, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Bien sûr, mais l'ambiguïté de toute façon du président de la République le montre au niveau de la crise ukrainienne. Donc, voilà, alors moi en tant effet. qu'écrivain, et là pour le coup, écrivain engagé auprès de ces gens-là, je fais ce que je peux. Dans la vie, il faut jamais oublier une chose, pour moi très importante, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose là où on est, toujours. Et que la grande lâcheté, c'est de dire, même si je fais ça, ça ne sert à rien, donc je ne fais pas. Oui. Non, il faut faire quand même, quitte à ce que, au moins pour l'honneur pour soi. Ne pas avoir été de ceux qui ont démissionné, parce que la montagne à franchir paraissait trop élevée et qu'il valait mieux rester en bas. Quoi, voilà. On finit dans son confort. Voilà. Et moi, une des grandes leçons, honnêtement, que... C'est quand vous êtes dans l'aventure constante, les guerres, les révolutions, les peuples, etc., en fait, c'est les autres qui vous donnent beaucoup de leçons. Et vous apprenez des tas de choses avec ces gens-là. Et avec les combattantes kurdes, et les combattants kurdes aussi, hein, j'ai appris que la détermination de ce à quoi on croit sur le temps long, même abandonné de tous, peut permettre de gagner. Et donc de changer les choses quand on veut réellement les changer. Et que chacun a un rôle à jouer dans son coin. Et ne doit pas se dire, tout seul, j'y arriverai pas, donc je ne fais pas. Voilà. Mais vraiment, dans ce livre, on a vraiment le sentiment d'apprendre quelque chose, on se sent renseigné, donc merci à vous d'être le relais de ce que vous vivez, et de cette conversation aussi qui est quand même forte, puissante, et voilà, donc merci à vous, ravi. À très très vite pour la suite, prochain. Le prochain dans quelques mois. Voilà, dans quelques mois. De quoi il parle, on ne peut pas dire encore, c'est trop tôt. Pourquoi pas? Si, figurez-vous que la poésie étant très importante pour moi, c'est un petit livre de poésie qui paraît chez Plomb. D'accord. Un grand éditeur qui a... Ils ne font jamais de poésie, là ils vont en faire. Je suis très honoré. Mais oui, c'est super. Et ça paraît le 2 février l'année prochaine en plus, voilà. Eh bien, c'est super. Et oui, par exemple, la poésie. Vous êtes écrivain, vous vivez de vos livres. Oui. Vous dire à un moment donné, tiens, je vais publier un livre de poésie à la place d'un autre, c'est une folie. Oui. Je ne vais pas en vendre beaucoup. Les gens ne s'intéressent plus à la poésie, malheureusement. Non, les éditeurs en général n'éditent pas. Donc... Voilà, donc ça fait... mais c'est pas grave. Il faut faire ce qu'on doit faire dans son coin, quel que soit le prix à payer. Donc si on dit, voilà, la poésie c'est très important pour moi, on va essayer Et puisque cet éditeur a trouvé ça bien, ben on va quand même le faire. Puis tant pis si on en vend 3. Non, on en vend un peu plus. Mais... Non, un peu plus. Un peu plus. Mais c'est pas grave. Non, on verra. Voilà. Donc, le on sera au rendez-vous en février. Ben, pourquoi pas. Bon, super. Il faut vraiment, vous savez, la poésie, c'est quelque chose de vraiment très important. Et il y a des gens qui ont fait des choses inimaginables. Prenez la RATP. Un type a dû, quelque part, il y a 20 ans, dire, écoutez, on pourrait faire de la poésie à la RATP. On a dû lui dire, vous êtes complètement malade, ça ne marchera jamais. Qui va s'intéresser à ça? Eh bien, depuis 20 ans, des publicités de la RATP sont enlevées et c'est de la poésie, vous voyez, dans les métros. Oui, tout à fait. Moi, je les lis, c'est un truc formidable. Comme quoi, rien n'est jamais perdu. Ils aient réussi à maintenir de la poésie dans les souterrains de Paris. Bah oui. Magnifique. Donc, le combat n'est jamais perdu. Voilà. Jamais. Bah, c'est une très belle leçon. Patrouille au Grand Nord, chez Grasset. Merci beaucoup pour cette rencontre et à très bientôt pour les conversations francs-tireurs. Merci.